Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous sommes accompagnés par de charmants invités. Mais d'abord, nous allons présenter notre nouvelle recrue, n'est-ce pas? Qui s'appelle Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour Lisa. Alors Lisa, tu me dis un petit peu ce que tu fais, comment tu nous as rencontrés. Bien entendu, tu vas pas faire une interview complète, hein? Je pense bien. Ce n'est pas moi qui suis invitée aujourd'hui. Non, alors oui, on se connaît depuis longtemps parce que je suis venue en tant que chanteuse. Je suis chanteuse, auteur, compositeur et j'ai également écrit un livre. Voilà. Donc ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Et comme on a bien sympathisé, tu m'as demandé de faire chroniqueuse. Et comme j'aime les artistes... Mais enfin, tu as dit 2-3 mots avant que je te demande. Hein. Arrête, ne sois pas hypocrite. Comment ça? Tu m'as dit, ça me plairait quand même... De faire chroniqueuse. Oui, voilà, oui. Tu m'as dit ça. Hein. Voilà. Donc Lisa, tu vas commencer. Donc, on ne t'a fait pas de cadeaux, toutes les deux, n'est-ce pas? On ne va pas lui faire de cadeaux. Non, non, non. C'est toi qui commences. Tu nous as amené quel invité? Alors, je vous ai amené une très belle invitée ce soir, une belle danseuse flamenco qui a un parcours assez atypique, qui vient de Béziers. Oui, je suis originaire de Béziers, en fait, je suis née à Béziers et actuellement, je vis à Toulouse. Voilà, elle vit à Toulouse et tu as un papa espagnol. J'ai un papa qui est d'origine espagnole et une maman française. Voilà, un métissage. Voilà, et tu danses depuis très longtemps. Effectivement, je crois que la première chose que j'ai demandé quand j'ai parlé, c'était de danser, en fait. J'ai marché à 8 mois et demi, et à 4 ans, j'ai demandé à mes parents de danser. Et j'ai tellement demandé... Et tu crois que ça a un rapport Tu crois que ça a un rapport avec ta marche prématurée? Alors le rapport, c'est peut-être que j'avais déjà envie de danser, c'est pour ça que j'ai marché tôt, parce que je me dis, on commence à marcher, on danse par la suite. Voilà mon petit lien. En fin de compte, c'est dans ta tête, t'es sûr? Oui, en tout cas, je pense que c'est une passion surtout. Oui. Sachant que les bébés adorent danser, mais c'est vrai qu'à 4 ans, tu as fait de la danse classique, c'est ça? Exactement. J'ai tellement demandé à mes parents je leur ai dit très petite, je veux danser. De toute façon, tous les jours, je prenais le Mans Disque Orange. Je pense que tout le monde a connu ça dans son enfance. Et je m'étais dit que je faisais que danser toute la journée, en fait. Voilà. Donc du coup, ils m'ont amené à une école de danse. Et on leur a dit, avant 6 ans, c'est pas possible. Et j'ai tellement pleuré que en fait, la prof de danse m'a gardée. J'ai fait le premier cours. Et ça combien d'années tu as fait danse classique? Danse classique, j'ai commencé à 4 ans. Je suis rentrée au conservatoire très tôt, à 5 ans. Et j'ai dansé jusqu'à l'âge de 20 ans, en classique. D'accord. Ah oui, donc il y a une grosse base classique, ce qui est bien. Oui. Et tu es très polyvalente parce que tu n'as pas fait que ça. Tu ne fais pas que ça comme métier d'ailleurs. Tu n'as pas fait... Ouais, alors bon, si vous avez un petit peu de temps, c'est un peu long. En gros, le parcours. En gros, le parcours, c'est que je rentre au conservatoire à 4 ans, jusqu'à l'âge de 10 ans où je vais avec mes parents à Bordeaux, je vais au conservatoire. Et en 86, en fait, on déménage en région toulousaine. Et sur région toulousaine, je ne peux plus aller au conservatoire, donc je continue sur l'école de danse de la commune. Voilà, c'est complètement différent en fait. Et je fais du classique, ensuite je fais du jazz. Et dès que je peux prendre le bus pour aller au centre de Toulouse, je vais danser avec l'ex-première danseuse du Capitole qui s'appelle Olga Antolin. Et donc du coup, là, je reprends en fait la danse à un meilleur niveau en classique. Elle enseigne aussi la danse classique espagnole en fait, où je fais mes premiers pas, où j'adore aussi. Et elle m'oriente aussi, elle me demande d'aller aussi me former en contemporain. Donc à l'époque, je vais dans l'école de Joseph Russillo. Et je fais mes premiers pas en danse contemporaine, complètement différent. En fait, j'ai 16 ans à l'époque. Je pense que je manque un peu de maturité, mais c'est un autre univers qui me comble aussi. Et puis un jour, en fait, elle me dit qu'il y a une prof de danse en fait, qui recherche une danseuse classique pour intégrer une troupe de danse flamenco à Toulouse. Et donc j'y vais, je passe l'audition, je suis prise et donc du coup je rencontre Margarita Merced qui est ma première prof de danse espagnole en fait. Et je fais mes premiers pas avec elle, donc il y a une troupe où on est 7 danseuses, un chanteur, un guitariste. Le chanteur Alinho de Salamanca qui est connu en région toulousaine et qui a la particularité d'avoir une voix très aiguë en fait. Et puis je rentre là et là je tombe en amour pour la danse espagnole, pour le flamenco et je commence à tourner avec ce troupe pendant 7 ans en fait, un petit peu partout. Voilà. D'accord. Et tu as fait d'autres métiers? Oui, alors du coup, je continue aussi mes études. Tu m'as dit hôtesse de l'air?
Exactement, je continue en parallèle mes études, c'est la condition sine qua non. Hein. Mes parents me disent OK pour aller danser tous les week-ends, à condition que tu continues à travailler bien. Donc du coup, tous les parents. Voilà, donc j'ai une vie très rythmée. Je suis très studieuse, je travaille très bien à l'école pour pouvoir aller danser tous les week-ends en fait. Donc du coup, j'ai mon bac littéraire et bon, mon premier rêve en fait, c'était aussi d'être assistante sociale. Donc l'année du bac, je pense le concours d'assistante sociale à la Croix-Rouge et je réussis en fait. Donc je fais la première année de l'école de la Croix-Rouge. Et je fais des stages auprès des enfants perdus, des personnes âgées. Bon, voilà. Et je suis un peu frustrée parce que je peux pas aider concrètement. Mais à côté de ça, hein, quand je fais mes études en parallèle, je fais toujours mes 30 heures de danse par semaine. Je fais le week-end. C'est une discipline, en fait. La danse, c'est une discipline. Et donc, du coup, je me réoriente après cette année d'hôtesse de l'air. Et il faut absolument... Enfin, j'annonce à mes parents, je crois... le 25 août, que je ne veux plus continuer. Donc, du coup, j'ai 5 jours pour la rentrée pour trouver une école. Et je leur dis... mais vous inquiétez pas, je trouve une autre école et je fais un BTS assistant de direction. Voilà. Et en même temps, je prépare seule à côté, parce que je travaille pas assez. Je prépare des diplômes de correspondance commerciale écrite en anglais, en allemand. J'ai réussi ça. Et puis, vers la fin d'année, j'ai mon BTS. Et quelques mois avant, quelques semaines avant, en fait, il y a une annonce sur la Dépêche qui dit qu'il s'ouvre une école en fait, spécialisée pour la formation des futures hôtesses de l'air. Donc, j'ai dit, tiens, je vais passer l'entretien. Et donc, en fait, on est 1500 à se présenter, et puis ils en prennent 30. Et je suis prise dedans, en fait. Et donc, du coup, j'ai dit, tiens, j'y vais. Et je passe la formation en accéléré, et je suis prise. Donc, voilà. Et du coup, se pose en fait une question où je me dis là ça va être une parenthèse, en fait j'arrête de tourner avec la troupe et je pars à l'aventure pour faire cette formation. Donc très polyvalente. Ouais. Et tu as monté ton association, c'est ça, en danse? Oui, alors entre-temps se passe beaucoup de choses, hein. Je suis hôtesse pendant presque 7-8 ans en fait. Entre-temps je suis maman aussi, voilà. Et tu as eu une phase difficile. Oui, alors d'abord il faut que je me remette dans tout ça en fait. Oui, parce que ça fait beaucoup en même mois. Donc je suis hôtesse de l'air, je reste 7 ans à peu près en fait. Je me réoriente aussi à Paris parce que j'ai un petit problème de thyroïde et je travaille en bijouterie, donc je suis adjointe responsable d'un magasin. Non, j'ai pas tout fait, mais bon, je gère une équipe de 12 filles, c'est super intéressant. Plusieurs vies dans la même. Une vie, voilà. Mais c'est ça qui est génial en fait, parce que je pense que le propre de l'artiste aussi, c'est la création, se remettre en question, apprendre de nouvelles choses. Donc du coup, je m'éclate moi. Donc je fais ça, je travaille en bijouterie, je gère 12 filles, c'est super. Et puis bon, là j'ai une péritonite, ça m'arrête un petit peu. Je me dis moi j'aime bien le côté social en fait, mais j'aime le contact avec les gens. Et puis je postule à ProBTP, qui est une caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment en fait, où je vais être assistante commerciale pendant quelques années en fait. Et j'ai mon fils, entre-temps, qui s'appelle Esteban, qui a ses 20 ans hier. Voilà, je fais un petit coucou. Et du coup, suite à ça, en fait, suite à la naissance de mon fils, comme tu disais, ça a été mon plus grand bonheur, mais aussi j'ai eu beaucoup de malheur après, puisqu'en fait, pour une danseuse, on suppose que c'est consécutif à ma grossesse, en fait, j'ai eu une tumeur au pied. Voilà, en fait. Pour une danseuse, très difficile donc. Très difficile psychologiquement. Alors, je mets en parallèle, en fait, quand je travaillais, quand j'étais hôtesse, j'avais mis un peu, bien sûr, en stand-by ma carrière de danseuse, mais la danse me manquait énormément. Mais je dansais pour moi, je tournais plus, mais c'était très important, c'est mon équilibre dans ma vie, en fait. Et donc là, le coup près tombe, en fait, j'ai une tumeur au pied, et là... Opérable ? Alors, opérable, oui. Je suis opérée 6 fois en 7 mois. Donc, je suis opérée 6 fois en 7 mois. Ils n'ont pas d'autres qu'en France, en fait. Bon. Et du coup, 6 fois en 7 mois, je me retrouve alitée pendant 2 mois. Mon fils vient de naître. Hein. Je ne marche pas pendant 6 mois, je suis en fauteuil roulant. Donc il y a 20 ans, c'est pour 19-20 ans. Oui, exactement. Et tout à fait. Et donc, sur ça, je suis alitée pendant 2 mois, 6 mois en fauteuil roulant et 2 ans de rééducation pour remarcher. Voilà, tu as été aidée pendant cette période, entourée entourée par ma famille, énormément par mes parents en fait. Voilà, j'avais mon ex-mari à l'époque aussi. Et en fait, je pense que mon plus grand moteur, c'est mon fils en fait. Et je me dis, de toute façon... c'est toi aussi, parce que je pense que tu es une battante pour avoir traversé tout ça. C'est vrai que en tant que danseuse, en plus, ça doit être super frustrant de ne pas pouvoir danser. C'est-à-dire que... Et visiblement, ça n'a pas impacté ta vie de danseuse. Alors, on va dire à contrario, en fait, voilà. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui aime tellement la vie. Enfin, voilà, des épreuves, je pense qu'on en a tous. Voilà, ça fait partie de la vie aussi. Maintenant, la façon dont on les passe, en fait, comment on les transcende, en fait, qu'est-ce que ça nous apporte, c'est ça qui nous permet aussi de créer. Donc, du coup, à ce moment-là, je vais pas faire. J'étais dans le creux de la vague, hein, donc bien sûr, je suis anéantie. C'est comme tu disais, pour une danseuse, être touchée au pied, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Hein. Voilà, il faut rebondir, repartir dans notre pied. Voilà, mais c'est ce que je me dis, c'est un temps d'arrêt en fait. Et pendant ce temps-là, je pense que le temps, en fait, moi j'ai une notion du temps qui est déjà très particulière. Donc je me dis le temps est en stand-by, le temps s'est arrêté.
Et donc, du coup, bon, voilà, je passais par des moments très durs, évidemment, hein, mais j'ai mon fils qui me motive, j'ai mes parents qui sont là et je peux rien lâcher, en fait. Et je me dis, je vais redanser. Alors, les médecins me disent non, je vais pas redanser bien, je vais pas remarcher, déjà, j'aurai un handicap. Oui, alors je vis avec mon handicap, hein, j'ai 3 orteils qui fonctionnent pas, j'ai été ouvert dessus, dessous, tout le pied. Voilà, je m'en sors, tant mieux. Il y a des séquelles encore? Oui, il y a des séquelles, hein, Oui. oui, puisque quand on ouvre un pied, en fait, on vous crée un handicap. Hein, Oui, mais tu mets des chaussures adaptées. Non, normal. Je vis avec mes douleurs, en fait. Voilà. Puis après, je passe par d'autres choses, parce qu'en fait, quand on a des interventions comme ça, je fais un choc anaphylactique. Je suis récupérée au bout de la 2e fois, mais à chaque fois, je me dis. Heureusement que tu n'as pas fait une carrière classique, parce que là, dans ce Oui, classique... alors la carrière classique, c'est-à-dire que, en fait, comme je te disais aussi, on en a parlé, c'est qu'à l'âge de 10 ans, en fait, comme je suis montée sur pointe trop tôt, en fait, j'ai les orteils en marteau, c'est les orteils qui sont bloqués, en fait, voilà, qui se redressent plus. Donc j'ai été opérée à l'âge de 10 ans, et soit à ce moment-là, on m'a sectionné une artère ou une veine, et donc ça s'est chanté, et c'était les consécutifs à ça. Donc du coup, bon, voilà, c'est comme tous les sportifs, hein, on a des risques. Oui, de toute façon, la tumeur était bénigne ou maligne? Heureusement, voilà, elle n'était pas cancéreuse. Voilà, heureusement, ça c'était Ça c'est important. Voilà. C'est important, voilà. Parce que sinon, aussi, ça aurait peut-être métastasé ou voilà. Voilà, mais en même temps, il faut pas donner. Oui, voilà, il faut garder espoir. Elle était là. Tout le monde. Voilà, elle était là. Voilà. Et puis en plus de ça, après, j'ai passé d'autres épreuves aussi, parce que pendant une intervention chirurgicale, j'ai fait un choc anaphylactique, donc j'aurais pu y rester aussi. Mais bon, je suis pas venue par parler de ça. C'est juste pour amener de l'espoir. C'est bien de savoir le parcours justement. Cette bataille. Voilà. Tu restes une battante. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais Et je sais également qu'elle est prof de danse. Et tu enseignes à des enfants, à des ados et des adultes. C'est ça? Exactement. Voilà. Alors juste le pendant, c'est qu'au moment où les médecins me disent que je vais pas me remancher normalement, que je vais voilà. Et ben moi je me dis qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, ben c'est la danse. Donc du coup, moi je me dis non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je vais repartir à ma façon, mais je repartirai parce que je vais être forte de ces épreuves. Et j'ai beaucoup de choses, je pense, à transmettre, à enseigner, parce que l'avantage aussi quand ça m'arrive, c'est que je connais mon corps, hein, j'ai l'habitude de travailler avec, donc du coup, je récupère. C'est comme un sportif, hein. Quand on est sportif on a une hygiène de vie, on a une discipline de vie, on récupère plus vite. Donc le mental, le moral, je me dis bon, il faut que j'en fasse quelque chose en fait. Mentalité de sportif. Voilà. Voilà. Donc, là, j'en reviens. Donc, je crée mon association en 2016 qui s'appelle Arte dall'Alma, qui veut dire l'art de l'âme, parce que c'est mon cheminement. À Montpellier? Alors, pas à Montpellier, parce que je suis à Toulouse, mais à Toulouse, en fait. Voilà. Et comme tu disais, c'est justement Lisa, j'enseigne auprès des enfants, des ados, des adultes. Et c'est un grand bonheur. Voilà. C'est très joli, l'art de l'âme. Et c'est toi qui as... Oui, c'est ma création aussi. Oui, l'art de l'âme, c'était justement en lien avec tout ce que j'avais vécu. Voilà, tout ce que j'avais passé comme épreuve. Et je me disais, à partir de là, je redémarre autrement, quoi, avec la force. Transmettre la force. Exactement. Voilà. Pardon. Et tu as quels sont tes projets pour l'année 2025 Alors juste une petite parenthèse que je voulais dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai repris aussi, moi je t'ai connue un petit peu dans la danse, donc j'ai repris mon parcours de danseuse aussi. Donc un peu avant 2016, j'ai continué à tourner avec d'autres artistes, la scène. Parce que moi dans ma vie, il y a 2 choses qui me portent en fait, c'est transmettre, c'est-à-dire les cours auprès des adultes, ados, enfants. Et aussi la scène. Ça, c'est un univers sur lequel j'ai évolué pendant 7 ans, tous les week-ends. Donc la création, la scène, c'est quelque chose qui pour moi me maintient. Voilà aussi. Donc c'est important. Alors tu me demandais. C'est addictif, non? C'est addictif. Je pense que ça te parle. Voilà. Oui. Oui, je te demandais que par ton association, tu as des projets en vue pour l'année 2025, au printemps, l'été. Oui, alors dans le cadre de mon choses... association, chaque année, en fait, j'essaye de mettre en scène l'intégralité de mes élèves, donc que ce soit mes petits enfants, mes ados, mes adultes, et je crée en fait un spectacle chaque année sur un thème différent. Donc c'est à la fois un challenge, mais c'est tellement aussi porteur. J'ai fait des thèmes sur Carmen, sur Dali, sur Frida Kahlo. Cette année, ça va être un petit peu justement la notion avec le train de la vie. Vous allez comprendre pourquoi. Je pense que vous avez compris pourquoi. Et sinon, Tempo Briantino, c'est-à-dire qu'en fait, dans la danse espagnole, vu que moi j'ai une formation de danseuse, j'ai aussi une formation de metteur en scène. Et donc, du coup, je me sers du flamenco, de mes enseignements, la sévillane, mais j'aime bien aussi déstructurer ou faire de la fusion de style aussi. Donc, c'est un gros challenge, c'est un gros spectacle. Cette année, ça sera le vendredi 27 juin et ça sera à Sale, après l'aéroport de Blagnac, pour situer un peu plus pour ceux qui sont de Montpellier. Et voilà, 2 heures de spectacle avec des artistes aussi que j'invite chaque année. Musiciens, guitaristes, chanteurs. C'est un gros événement. D'accord. Et tu fais des spectacles de fin d'année avec tes élèves aussi, c'est ça? En fait, c'est le gala de fin d'année. C'est le gala de fin d'année. C'est le spectacle de fin d'année, exactement. D'accord.
Génial, ton parcours est génial. Je pense que ça ne suffirait pas d'une interview, je crois. Ah oui, il y a beaucoup de choses à dire. Il est très riche. C'est très enrichissant et très intéressant. Merci. Donc, tu vas regarder la caméra. Et Et tu vas annoncer si tu as un mail où on peut te joindre, téléphone si tu veux. Très bien. Bah alors, si vous souhaitez me contacter, en fait, j'ai ma propre association, comme je disais, qui s'appelle Arte dell'Alma. Le mail, artedellalma, accroché 31@gmail.com. Sur les réseaux sociaux, vous regardez Facebook, Virginie Garcia, vous me trouverez en danseuse. Voilà. Et après, j'ai oublié de dire aussi que je tournais avec plusieurs artistes. Création de clips, on a fait des clips ensemble. J'ai tourné des films aussi. Et je tourne actuellement avec la formation Sans Fuego sur toute la France aussi. Voilà, puisque ma carrière pro, je la continue aussi. Voilà. Sans Fuego, ça veut dire Comment ? Sans Fuego. Voilà, Sans Fuego, c'est le groupe avec qui je tourne, les artistes, guitaristes, Dans le chanteurs. style, dans le même style. Dans le même style, voilà. D'accord. Parce que en parallèle, comme je t'avais expliqué, Lisa, la danse, transmettre, voilà, c'est hyper important pour moi. Et continuer ma carrière de danseuse encore un temps et travailler avec d'autres artistes, la création, ça peut être les clips, les concerts, j'adore aussi. En tout cas, Bravo, c'est très bravo. très riche, bravo. Et qu'est-ce que tu vas nous faire comme danse là ce soir? Tu vas nous interpréter 2 danses, c'est ça? Exactement. Donc la première, ça va être une danse traditionnelle, hein, la sévillane. En fait, c'est une danse typique de Séville. Voilà, vous allez voir une danse un peu plus classique, en fait, une sévillane classique. Et la deuxième, ça sera une rumba gypsy, une rumba flamenca un peu plus festive. Voilà, un petit En peu. tout cas, tu reviens vers nous après. Hein. Avec grand plaisir. Merci pour l'accueil chaleureux. Elisa, plein de bonnes choses. J'espère que ça nous portera bonheur à toutes les deux. Oui, merci beaucoup en tout cas. Bravo. à toi. De ta gentillesse, Merci. de ta chaleur et de ton parcours qui est Merci à vous les magnifique. filles. Merci. Merci. Alors, merci. Yo sabía, señor juez, que iba a llegar este día. Nació con el mes de mayo, una flor entre mis brazos, la vi por primera vez. Lo que tanto había soñado, al fin la pude tener. Y le ha quitado su sonrisa un cobarde de la vía que no se quiere ni es. No me toques a mi niña, que la vamos a tener. Y le digo, señor juez, que ese no le vuelve a hacer a mi niña ya más daño, aunque tenga que tomarme la justicia por mi mano. No me leas mal las leyes, ay, que las conozco de sobra. Recuerdo que se dormía en la cama al lado mía y me decía, papá, nunca me dejes solita, le temo a la oscuridad. Él le ha quitado su alegría, le ha cambiado la sonrisa por 2 ojeras moradas. Que me digan que justicia se merece un criminal. Y le digo, señor juez, que ese no le vuelve a hacer a mi niña ya más daño, aunque tenga que tomarme la justicia por mi mano. No me quiera usted pedir que confíe en la justicia. Parece que fue ayer tarde que la llevé pa' comprarle su traje de comunión,
que pronto se hizo grande para descubrir el amor. Y ese maldito cobarde tan solo sabe pegarle y me la hace sufrir. Si me lo encuentro en la calle, yo no respondo de mí. Y le digo, señor juez, que ese no le vuelve a hacer a mi niña ya más daño, aunque tenga que tomarme la justicia por mi mano. Sea duro, señor juez, al escribir su sentencia. La vi con sus 15 añitos enamorando a los niños del instituto al salir. Y aún recuerdo aquel chiquillo que quiso hacerla feliz. Pero el destino maldito fue y le puso en el camino a un canalla sin piedad. Yo no respondo, Dios mío, si me lo llego a encontrar. Y le digo, señor juez, que ese no le vuelve a hacer a mi niña ya más daño, aunque tenga que tomarme la justicia por mi mano. Fuiste la luz, el valor, el calor y la huida. Tú mi ilusión, mi verdad, el amor de mi vida. Nunca pude ser sincero, nunca se cerró la herida. Te pienso y se paran mis pulsos cuando miro al cielo. Fuiste la emoción, la fuente, el agua clara, el vértigo en cada latido. Y ahora cede en cada beso, en los labios de un mundo extraño y sin sentido. Te siento a veces en la noche, me quema la melancolía. Y cuando despierto mi amor, se marcha mi alegría. Yo te encontraré en mi sueño y te salvaré y me salvará. Tu cuerpo, el viento, el mar adentro, ecos de eternidad. Nos amaremos como fieras, tus labios son mi libertad. Yo te encontraré en mi sueño y te salvaré y me salvará. Cuerpo, el viento, el mar adentro, ecos de eternidad. Nos amaremos como fieras, tus labios son mi libertad. Te quise, te quiero y no he vuelto a sentir como entonces. Me escondo en la vida que es muerte profunda sin ti. Me engaño y me abrazo a otros cuerpos, me engaño y me siento cobarde. Mi vida es vivir del amor que me hiciste sentir. Yo te encontraré en mi sueño y te salvaré y me salvará. Tu cuerpo, el viento, el mar adentro, ecos de eternidad. Nos amaremos como fieras, tus labios son mi libertad. Yo te encontraré en mi sueño y te salvaré y me salvará. Tu cuerpo, el viento, el mar adentro, ecos de eternidad. Nos amaremos como fieras, tus labios son mi libertad.
Donc Sandrine, ça va, t'as ton tour, ma chérie. Oui. Et je crois que nous avons eu certaines surprises avec cette personne que tu as invitée. Avec Christian. Hein, il est grand. Il est très grand, Christian. Alors, je reçois ce soir donc Christian Perreno, donc qui fait partie du collectif Sauvage. Alors, il va nous en dire un peu plus ce que c'est ce collectif Sauvage. Il n'est pas tout seul dans cette petite association. Ils sont nombreux. Hein. Et donc, il va nous dire déjà ce qu'il en est. Bonjour, merci de l'invitation. Non, je ne suis pas tout seul, heureusement. On est plein de personnes sympathiques, intelligentes et belles, réparties sur un petit peu partout. Donc on est assez présent dans l'Hérault, dans le Gard, en Normandie, en Île-de-France, en Bretagne, en Rhône-Alpes, dans le Jura, peut-être bientôt dans le Nord aussi. Voilà. Donc en fait, notre idée, c'est venu un petit peu spontanément, c'est après le constat de l'état de la nature actuelle, c'est de dire il faut essayer de faire quelque chose pour protéger la nature et essentiellement aussi, particulièrement la faune sauvage. Il y a des valeurs qui vous tenaient à cœur, à tous, dans ce collectif, de défendre. Oui, c'est donc avant tout le respect de tous les êtres vivants, hein, les humains, les animaux, la nature au sens large, et puis peut-être sans en faire trop, l'amour de la vérité aussi un petit peu, qui est parfois dans ce domaine-là un petit peu mis sous la table. Ça, tu as raison là. Hein. Oui, je sais. Merci. Oui, donc voilà, on essaye de diffuser un maximum d'informations qui sont parfois pas très connues par le grand public, ni par les médias, ni par Pourtant, les je t'ai politiques. pas oublié, moi. Oui, mais c'est gentil, Muriel. C'est vrai qu'on s'était vu... Il y a 2 ans, Il y a 2 ans, à peu un près. an et demi Un au an et festival demi. au salon de Edine, à Edine, Ristegui. oui. Salon animal de Montpellier. Oui. Je ne sais pas si je t'ai interviewé, je crois que oui. Oui, Oui, hein. oui. Il y avait beaucoup de monde quand même. Ah, Hein. oui. Je n'étais qu'une goutte d'eau. Non, c'est parce que j'ai voulu dire, arrête. Et oui, elle a raison. Une grande goutte d'eau. Une grande, oui. Très grande. Voilà, donc on essaye de communiquer un maximum et puis d'aider des particuliers qui ont parfois des questions, voire des soucis avec Dans ce protection de collectif, la il faut... faune. Pardon, excuse-moi. Dans ce collectif, il faut préciser que vous êtes tous bénévoles, hein, c'est ça ? Oui, on est totalement bénévole, il n'y a aucun souhait d'enrichissement personnel. Il y a un peu il y a des dons quand même, non? Non, il n'y a pas de don. Il n'y a pas de salariés. Vous êtes les seuls à donner, en fait. Aucun don. Aucun don. On n'a pas de don, donc on est soumis à aucune aide publique. Donc on dit, on fait ce qu'on veut, on est totalement libre. Donc tu peux nous parler un petit peu de la faune sauvage? Oui, peut-être. C'est important pour nous. Hein? Oui, c'est important d'en parler justement. Donc oui, je disais, on a constaté, tout le monde le constate un petit peu, c'est que un petit peu dans tout le monde occidental, sur toute la planète, et en France actuellement, la faune sauvage est soumise à très 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 grosses persécutions, on peut dire, hein, sans exagérer. Voilà, donc on fait de la communication, on essaye de sensibiliser les autorités locales et les particuliers. Et donc, par exemple, là on est dans le secteur de l'étang de l'Or. Et il y a quelques temps, donc ça remonte à Moglio, hein? Oui, il y a à peu près 1 an, donc on s'est rendu compte que dans le pays de l'Or, donc les 10 communes qui constituent ce secteur, il y avait des invasions de lapins complètement hallucinantes qui créent beaucoup de problèmes chez les arboriculteurs, les viticulteurs, tous les agriculteurs en fait. Donc des invasions de lapins phénoménales qui sont depuis des années, voire des décennies, qui ne sont pas du tout contrôlées, incontrôlables en tout cas. Certains agriculteurs avaient émis l'idée de mettre en place des relâchés de renards qui croquent les lapins. Oui. Ça par contre j'aime un peu moins. Et donc en fait, oui, mais c'est un petit peu la nature, ce sont des prédateurs naturels. Oui, mais voilà, on peut pas... Oui, mais il faut bien qu'ils mangent aussi. Alors je vais aller jusqu'au bout, vous allez voir que c'est très très bien en fait.
Vous allez voir, vous allez La fin est mieux. la manœuvre. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que au même moment, on avait des chiffres de piégeage et de la chasse du renard dans le secteur qui étaient complètement horrible, phénoménaux. Donc faut arrêter de tuer les renards, en fait, voilà. c'est ça. Donc on a commencé à contacter les agriculteurs du coin, pas seuls, avec d'autres structures comme la LPO, Goupil Connexion, qui sont des centres de sauvegarde de la faune sauvage. Une structure qui s'appelle l'ASPAS aussi. Et donc ces agriculteurs ont été d'accord pour essayer de mettre en place des relâchés de renards, mais on a mis tout de suite en avant l'idée que relâcher quelques renards pendant qu'on en tue et qu'on en piège des dizaines voire des centaines, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc au bout d'un an de négociations avec la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, les mairies et la préfecture aussi, eh ben, le préfet de l'Hérault a décidé pendant au moins 3 ans, de suspendre le piégeage du renard dans tout le secteur. Voilà, donc il y a eu des réintroductions de renards qui ont été faites. Et en même temps, le renard n'est plus piégé dans ces 10 communes du Pays de l'Or. Voilà. Il laisse faire plus la nature, en fait. Voilà, exactement. Donc c'est le renard est le prédateur naturel qui va limiter. Alors c'est vrai que croquer un petit lapinou, c'est pas mal gentil. Massacrer, piéger un renard, c'est pas gentil. C'est pas mieux non plus. Alors, donc en gros, on laisse faire la nature un petit peu comme si l'humain avait un impact un peu moins fort qu'il y a un moment. Ce dont on se rend compte aussi maintenant, c'est qu'il n'y a pas que le renard qui est piégé. Vu que nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est que depuis longtemps en France, est mise en place une notion qui nous paraît absolument pas scientifiquement raisonnable, c'est la notion de nuisible. Et donc on lutte contre cette notion de nuisible. Alors il y a beaucoup d'animaux qui sont classés là-dedans, le renard en premier lieu, mais aussi la fouine, la pie, le jet des chênes, enfin il y a plein d'oiseaux et de mammifères. Et donc on s'est rendu compte que par exemple dans le Pays de l'Or, là où il y a plein d'invasions de lapins, il y avait d'autres animaux que le renard qui étaient aussi prédateurs naturels, comme par exemple la fouine, qui est énormément piégé et tué, comme par exemple aussi un animal dont on parle très peu, parce qu'il est quasi en voie enfin il est en une position, il est en position assez délicate, c'est le putois. Alors le putois, il croque aussi, désolé, hein, il croque aussi pas mal de lapins dans les terriers, voilà. Donc, oui, mais là, il a le droit de vivre aussi. Hein, oui, voilà. Donc là, ce sont 3 prédateurs naturels qui, à notre avis, peuvent, en tout cas, améliorer largement la problématique de cette surpopulation de lapins dans le secteur. Mais il y a aussi un autre combat que vous menez, c'est la chasse sur les routes aussi, au bord des routes, les chasseurs. Alors là, là, on entre dans des choses un peu plus compliquées et c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus qu'il y a de plus en plus de chasseurs qui se positionnent sur le bord des routes. Certains chassent, donc tirent. Et ça, c'est strictement interdit par le préfet de l'Hérault, et donc sûrement dans la plupart des départements de France. Donc c'est des choses sur lesquelles on essaye de communiquer. Là, par exemple, on a reçu un témoignage, justement ce week-end, d'une mère de famille qui, à Viol-le-Fort, a filmé, depuis sa voiture, a filmé sur la route toute une enfilade de chasseurs qui sont positionnés sur le bord de la route. C'est une honte. C'est eux les nuisibles. C'est eux les nuisibles, dirais-moi. C'est surtout d'abord strictement interdit. Et puis c'est vrai que ça pose des problèmes de sécurité. Oui, lâcher d'ours. Sans parler de l'animal, mais ça pose rien que si on regarde l'aspect humain, ça pose des gros problèmes de. Il n'y a pas que ça, puisqu'ils ont le droit d'entrer dans le village aussi. Ils ont le droit d'entrer dans les villages. Si un animal qui chasse entre dans une maison, dans un jardin, ils ont le droit d'entrer dans le jardin. Moi, je prends un fusil. Bon, je ne sais pas tirer, mais j'essaierai de tirer. Un tir dans le tas. Je tire sur les chasseurs. Ils ne viendront pas chez moi tuer l'animal, en tous les cas. On a lâché Muriel, là, ça va. Ça y est. Non, mais de toute façon, on me l'a énervé. C'est vrai, mais comment on peut oser laisser des lois pareilles? Ils ont le droit d'entrer chez les gens pour finir d'achever l'animal qui vient de se faire protéger dans nos maisons, dans notre jardin. On ne touche pas à un animal qui s'est protégé chez moi. Et là, il est le roi.
Et l'autre, il n'est pas le roi, Alors, lui, il est il y a l'ennemi. des Hein. bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a des assos comme l'ASPAS qui proposent de faire des refuges chez soi, des refuges qui sont labellisés par la loi française. Hein. Et donc, dans ce cas-là, les personnes qui rentrent pour voilà, faire ce que tu dis sont plus sévèrement sanctionnées. Peut-être pas assez, mais voilà. Moi, je vais mettre. Hein. Oui, c'est répertionné et c'est strictement interdit. Moi, je vais mettre un panneau sur mon Il y a une mon autre, portail. chose qu'on ne connaît pas trop en France et qui est assez récente, qui vient de l'Europe. l'ORE. L'ORE, c'est un acronyme un peu barbare. Ça signifie obligation réelle environnementale. Ça signifie que si Muriel, tu as un terrain, un petit bois de 1 hectare, tu peux dire à partir d'aujourd'hui, ce terrain, pendant 100 ans, 99, pendant 99 ans, il sera totalement protégé de tout, de la pêche, de la cueillette de champignons, du tronçonnage, T'as le droit de les tuer s'ils Alors, s'introduisent chez toi. vous avez compris, les auditeurs, c'est ton prénom. Parce que comme tu t'annonces comme collectif sauvage, tu as un prénom. Christian. Oui. Christian, oui. Christian, tu as complètement raison là-dessus. Alors, je cherche 1 hectare à acheter. Voilà. Et là, Pour je protéger prendrai... les animaux. Là, non, c'est Ouais, passé, je voilà. prendrai les animaux, j'aurai toutes mes copines qui sont là pour pouvoir m'aider un peu et on gardera Alors, tout. ce dispositif, ce qu'il a de, ce dispositif, ce qu'il a de génial, c'est qu'en fait, si on a une envie de protéger la nature, on passe par ce dispositif. Si on change d'avis dans les 2 ans, c'est pas grave. La loi s'en moque, elle sera valable, le dispositif sera valable 1 siècle. C'est ça qui est intéressant. C'est intéressant. Quels Hein. que soient les propriétaires qui vont se succéder, le terrain sera protégé complètement. De J'en la chasse, appelle de la- au Très don. bien. J'en appelle au don. Les Donc, filles, vous ouais, êtes d'accord on de peut faire m'aider Tu es d'accord de m'aider, Christian Oui. J'en appelle au don, voilà. Tu es réquisitionné là. On pourra faire une La écoute nouvelle sur, Brigitte Bardot est là. C'est Alors, Myriam. toujours été. Alors, Il va donc, falloir. Alors c'est Brigitte Bardot, c'est Non, Muriel, mais moi, hein, c'est Brigitte pas- Bardot, c'est une personne que j'adore. Moi aussi. Et Maman. comment on peut critiquer parce qu'elle est habillée en noir? Comment on peut dire qu'elle est en veuvage tous les ans puisqu'elle perd ses animaux? Je trouve ça d'un ridicule, d'une méchanceté humaine. Vraiment, je ne supporte pas. Donc, c'est pas parce que Brigitte Bardot le fait. Non, c'est mon cœur qui le fait. Je suis pas Brigitte Bardot, mais c'est mon cœur qui le demande. Hein. C'est bien, ça c'est bien. Tu as toute ta place au collectif sauvage, donc je crois. Alors Christian, Alors les entrées sont totalement gratuites en plus, hein, il faut dire. Puisque Voilà. On fera sait des pas ce que c'est, spectacles, hein. on fera tout. Hein, on pourrait faire des spectacles pour les animaux. On fera pas mal de choses. Oui. Ça. Je dirai tout à l'heure. il y aura de quoi Alors il y a faire. d'autres trucs sur lesquels on essaye de communiquer qui sont pas très très. Voilà, jusque-là c'était pas très rigolo, mais là ça va être encore moins rigolo. Hein. C'est donc des choses qui sont très très mal connues du grand public, qui sont par exemple la chasse en enclos. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je sais. La chasse en enclos, alors le principe c'est... Ils sont piégés, non? C'est ça? C'est C'est-à-dire on horrible. fait un enclos avec des grands grillages dans lesquels les animaux, Quelle horreur. cerfs, chevreuils, sangliers ne peuvent pas s'enfuir. Partir. Et puis piégés. on les nourrit, c'est un parc d'attractions en fait pour la chasse. On les nourrit très régulièrement, donc les animaux ils sont quasi domestiqués. Domestiqué. Ils suivent des 4x4 en sachant qu'ils vont recevoir de la nourriture. Et puis un jour, de ces 4x4, il sort pas de la nourriture, mais des chiens avec des hommes qui ont des grands pieux. Et alors les mises à mort se font non pas au fusil très rarement, mais plutôt au pieux. Donc ils sont. C'est horrible. Quelle horreur. C'est horrible. Donc on peut Ça, voir c'est tout l'être ça. humain Là, dans toute c'est sa horrible. splendeur. On n'a quoi. pas besoin de sauvages ou d'associations, on peut voir tout ça, parce que ce sont des films qui sont faits, des vidéos, par les chasseurs eux-mêmes, sur YouTube ou tout. Alors Donc là- on peut assister à ce genre de spectacle. Voilà, là, on peut se poser la question. C'est pas du trafiqué, c'est du Ouais, fait. pour moi, c'est du pas réel. Là, on peut se spectacle. poser la question qui est l'animal et qui est l'humain. Et ça Donc, pourrait être maintenant, on va interdit. finir. Alors Christian, va falloir conclure. Désolé. Alors juste un Il y petit a mot plein de aussi. trucs à dire Oui. aussi, là, Pardon. là-dessus. Bref. Oui, très bien. Il y a aussi quelque chose dont on tient à parler un petit peu, c'est un sujet qui est tabou, et donc qui peut être un petit peu parfois dangereux pour les humains qui en parlent. C'est le loup. Et donc le loup, c'est quelque chose dont il Sacré pour moi, le loup. convient de pas trop parler. Alors, écoute, Christian, on en parlera la prochaine fois. Je t'invite
en coup de cœur, parce que D'accord. tu m'intéresses. Ok. À T'inquiète revenir. pas, tu m'intéresses pas dans un sens sentimental. Hein. Si sûr. peut-être, J'avais bien compris, amical, hein. amical. Ça va de soi. Ouais. Mais le sujet est super Le sujet intéressant. est tellement c'est très intéressant. intéressant. Ah oui. Et malheureusement, on a terminé. Juste en 3 secondes pour dire qu'il y a un tout nouveau loup qui est arrivé sur le Larzac, apparemment assez jeune, et on se fait pas mal d'inquiétudes pour lui, parce qu'on pense qu'il va pas vivre tellement. Voilà. Et Quel vous pouvez dommage. pas le récupérer. Pardon? Vous pouvez pas le récupérer. Le sauver. Non, non. Non, mais en fait, Strictement interdit. votre but, c'est de le sauver, quand même, non? De faire en sorte que la loi soit appliquée. D'accord, ma Et chérie. elle pourrait s'appliquer quand même pour ça? Vas-y, ma chérie. Ou pas? Ah ben, c'est-à-dire que... Alors, Je vais arrêter. ouais. Alors Christian, donc tu disais que vous communiquiez. Donc par quel intermédiaire donc on peut retrouver ce collectif sauvage? Je crois qu'il y a une page Facebook, c'est ça? Oui, alors voilà, c'est Regarde la Vas-y, caméra. vas-y. très facile. Alors, page Facebook de Sauvage. Voilà, point. Tout simplement. Facile. Bon, Bah alors, parfait. c'est facile, hein. C'est facile à Facebook retenir, sauvage. Après, il y a téléphone, Très facile à email dessus. retenir. Bon. En tous les cas, c'était très intéressant Oui. et merci beaucoup. Et merci Christian pour ta Et venue. Christian, on t'invite à Merci à nouveau. vous. Hein, Et- donc, Oui, ben, on espère bien, oui. Non, non, mais de toute façon, Oh. je Tu t'invite. reviendras. En plus, on peut venir à tout un groupe. Hein. Oh oui, sans Ouais. problème. Alors, maintenant, les filles, c'est à mon tour. Voilà, je reçois quelqu'un qui m'a beaucoup plu, qui est très intéressante. Et c'est juste... C'est du jiu-jitsu brésilien. Voilà, moi, redis je le suis- mot, parce qu'on Alors, a... jiu-jitsu brésilien. C'est pas Voilà, facile, c'est pas à dire. facile à dire, hein. Gilles Sou. Ouais. Faut être orthophoniste, en fait. C'est presque ça, Muriel. Jiu-jitsu Alors, brésilien. Bien, c'est ça. Jiu-jitsu Non, non, mais brésilien. j'arrive au bout de 3 fois. C'est bien. Donc, voilà, tu es très intéressante et nous allons d'abord Merci. voir, en parlant de toi, pour qu'on puisse savoir de quoi on va parler, D'accord. un petit extrait. Alors, l'extrait que vous allez voir, du coup, c'est la pratique du jiu-jitsu brésilien en nogi, c'est-à-dire sans le kimono en premier et avec le kimono en second, parce qu'il y a 2 manières de le Mais pratiquer. on laisse voir. Avec, avec un On laisse voir pratiquant. parce qu'il y a tellement de choses à Voilà. se dire après Bien sûr. et tellement de choses à faire. Pas de souci, je vous laisse regarder. Crochet. Keep that shoulder above her elbow, Lynn. Keep your shoulder above her elbow. Travaille sur ses bras. You got time, girl. You got time. No hooks. There you go. Head like that. Head like that. Grab at the elbow, Lynn. Back to the mat. Back to the mat. All right. Grab the wrist. Reach up to the elbow. Reach up to the elbow. Gaine, gaine, gaine. There you go. Nice girl. Nice girl. Turn into it. Turn into it. Hey, gaine. Yes. Now start. Turn to your right, Lynn. Turn towards that. Look into the choke. Look into the elbow that is choking you. Try to look at that elbow. Put your nose in the pit of her elbow if you can. Three minutes. Keep fighting it, Lynn. Come on. Retravaille tranquillement. Tu la passeras pas. Voilà, travaille tranquillou. Fais gaffe à tes pieds. Lynn, try to pop your hips up. Try to pop your hips Remets de la pression sur son épaule, essaye de te redresser.
Alors, ma chérie, donc on va t'appeler quand même par ton prénom. Oui, Anne. Anne, c'est ça. Hein? Donc, tu es championne du monde du jiu-jitsu. Du jiu-jitsu brésilien, oui. redis, jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu brésilien. Brésilien. Jiu-jitsu brésilien. Voilà. T'as vu comment ça va? Super, nickel. C'est bien, Donc, on est bon. Alors, tu m'expliques un petit peu, championne du monde. Alors, en fait, il faudrait que je vous explique un petit peu ce que c'est déjà, parce que même à l'image, c'est pas très télévisuel, on va dire. Vu quand même pas mal, là. Mais c'est à la base un sport de self-défense qui vient du jiu-jitsu traditionnel, du jiu-jitsu japonais, qui a été exporté un peu partout dans le monde, et notamment au Brésil. Et au Brésil, il y a une famille qui s'appelle la famille Gracie, qui a encore peaufiner cet art traditionnel de combat japonais pour vraiment utiliser en fait on va dire non pas utiliser, on va dire réduire la différence de gabarit entre les combattants en fait. C'est-à-dire que Helio Gracie, c'était pas un colosse, hein. C'est lui qui a vraiment mis ça au point avec toute sa famille. Pour résumer, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et en fait, il pouvait combattre des combattants bien plus grands et plus lourds que lui. Et en amenant le combat au sol, en fait, on réduit le rapport de force entre les combattants. Donc, mais toi, tu as au stade de... Alors, il y a plusieurs grades dans la pratique. Moi, j'ai commencé il y a 3 ans et demi. Je viens de passer ceinture violette. Après, il y aura ceinture marron et ceinture noire. Donc j'ai obtenu toutes mes médailles pour l'instant en blanche et en bleu. Je suis championne du monde en ceinture bleue. Donc, et là, cette année, je vais aller bientôt au championnat d'Europe à Lisbonne pour défendre mon titre en ceinture violette cette fois-ci. Et j'espère pouvoir continuer à combattre. Et j'espère pouvoir aller à Las Vegas au championnat du monde en violette aussi. Le problème, c'est que... vous pensez comme moi, quand même, en 3 ans et demi, et ouais. Elle a fait du chemin quand même. Hein. Ça demande beaucoup de rigueur et de sacrifices, j'imagine. Ouais. Des sacrifices, pour moi, ça n'en est pas en fait, mais beaucoup de rigueur. Et ça part, je rejoins un petit peu l'histoire de vie, une histoire de vie un petit peu compliquée, un gros burn-out il y a 4 ans, du coup, arrêt de travail. Et j'avais besoin vraiment d'un exutoire et j'en ai trouvé un. Je suis allée à la salle de sport pour me défouler. J'ai commencé par le Krav Maga, qui est aussi un sport de self-défense. J'ai commencé à l'école Philippe Briand, qui a sa propre fédération de Krav Maga, l'UKMF. Et ils m'ont sauvé la vie, en fait, en vrai. D'accord, mais ce que je constate là, dans ce que tu es en train de me dire, c'est quand même, c'est à chaque fois des sports de combat pour te défendre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec l'envie de te défendre. Voilà, le burn-out. Exactement. Alors, en fait, l'envie de me défendre, c'est surtout l'envie d'extérioriser en fait tout ce que la haine que j'avais à l'intérieur et de l'extérioriser, de la transformer, la colère en fait, de la transformer, d'essayer de la transformer de façon bénéfique, on va dire. Je pense que c'était réussi. Hein, oui, ça m'a pas mal réussi. Et du coup. C'est pour ça que je parle de self. En fait, j'avais entendu parler du Krav Maga parce que c'était très, très physique. Et en fait, le Krav Maga, c'est pour savoir se défendre dans la rue sur des agressions debout. Et ce qu'il y a, c'est que 70% des agressions, surtout envers les femmes, se finissent par terre. Donc du coup, pour moi, c'était une évidence d'essayer de commencer le jiu-jitsu brésilien, parce que c'est la continuité, en fait. C'est comment se défendre une fois qu'on est amené au sol par l'agresseur. Et du coup, j'ai mis le doigt dedans. Surtout aujourd'hui. Ah, mais je suis vraiment... ça me tient énormément à cœur. J'ai ouvert mon association il y a peu. J'ai 2 associations, une sur Fontignan, une sur Sète. Et j'ai notamment, dans une de mes assos, ouvert un cours pour les femmes uniquement, parce que c'est vrai que souvent elles n'osent pas, surtout quand il y a des gars en face, elles n'osent pas faire le premier pas et d'aller se dire, allez, on va aller combattre contre un gars qui fait 1m90, 120 kg. Et là, on n'est qu'entre filles, on est entre nous, on peut parler de Et c'est la première année, et j'ai une quatorzaine j'ai à peu près 14 filles dans le groupe, ce qui est pas mal, hein. Ce qui est énorme. Et j'ouvre aussi aux enfants pour que justement, filles et garçons, par contre là, pour que justement, en fait,
tout le monde puisse avoir les bons réflexes quand on est par terre. En fait, Et les enfants, c'est quel âge? Moi, je les prends à partir de 3-4 ans. J'ai des D'accord. tout petits bouts de 3 ans. Petit, ouais. Et j'ai une section sport inclusif avec des enfants souffrant de troubles autistiques. Donc du coup... Trop bien. Ils s'éclatent. Ils s'éclatent. J'en ai 8... entre 6 et 8 et je fais beaucoup d'initiations avec déjà. eux. Eux ils se régalent en fait. Non, et puis mais ce qui m'intéresse aussi de savoir, ils sont comme les enfin voilà, c'est en inclusion, donc ils font la même chose que les autres en fait. C'est très bien parce que pourquoi 2 associations ça... Alors parce qu'une sur Frontignan, une sur 7 simplement. Mais ça pouvait être la même association. En fait, il fallait que j'en ai une basée sur chaque ville en fait. D'accord, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Est-ce qu'il y a des sacrifices Oui. Toi personnellement, déjà arrivé en 3 ans et demi, est-ce que tu es arrivé là Des sacrifices, c'est pas vraiment parce que moi, en fait, c'est vraiment un plaisir de m'entraîner. Par contre, je m'entraîne tous les jours, plusieurs heures par jour, vraiment. C'est-à-dire que j'ai ma préparation physique. J'ai passé, je suis en reconversion professionnelle. J'ai passé des diplômes j'étais infirmière avant. De nuit en réa néonate, donc c'est un combat aussi ça. Mais c'est pour ça que le soin, en fait, c'est aussi du soin. Enfin, c'est prendre soin des autres et afin qu'ils prennent soin d'eux. Enfin, tu es là pour la protection des femmes quand même. Hein. Des femmes, des enfants oui, pour la protection. Ça, c'est important. Moi, je dis que franchement, il faudrait, même dans les lycées, les collèges, qu'on soit sensibilisé à ça, comment réagir en fait. Oui, déjà, ne serait-ce que de passer de victime à pas victime. La question se pose. Malheureusement, tout le monde ne peut pas se défendre. Alors, j'ai récemment fait une initiation à la maison des seniors avec des personnes qui avaient entre 70 et 80 ans. Un coup de pied peut-être, où je pense. Ah oui, mais c'est ça. C'est ça. En fait, au niveau du Krav Maga, par exemple, il y a 3 interrupteurs naturels. C'est les yeux, la gorge et les parties génitales. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge. Hein. Ma chérie, tu fais des matchs? Oui, alors voilà. Ça, tu m'intéresses. Voilà, le jiu-jitsu brésilien. Le jiu-jitsu brésilien. Du spectacle. Du spectacle, en fait, c'est ça. Je le pratique en compétition parce que c'est quelque chose. Mais comment ça se passe tes matchs? Alors, mes matchs, ça dure 5 minutes et c'est soit au point, soit à la soumission. C'est-à-dire que, alors, je suis en principe avec une fille de mon âge et de ma catégorie de poids et de ma catégorie de ceinture. Ça m'est arrivé de combattre en descendant de catégorie d'âge parce que j'ai 52 ans et que j'ai des fois pas grand monde dans ma catégorie. Et ça m'est arrivé. En ceinture blanche, j'ai gagné les France en Master 1-2, c'est-à-dire avec des filles d'une trentaine d'années. Et donc, ça fait quand même une sacrée différence d'âge. Et puis, physiquement, c'est pas pareil. Mais là, j'essaye les compétitions internationales, en général, dans ma tranche d'âge, j'ai. Et en fait, c'est des combats de 5 minutes qui se gagnent soit au point, c'est-à-dire que j'ai des positions dominantes. Par exemple, si je suis sur la personne, je vais marquer 4 points. Si je suis dans le dos de la personne, comme vous verrez dans la vidéo, je marque 4 points aussi. Mais moi, en fait, j'y vais pour soumettre l'adversaire. Donc j'y vais et la plupart du temps, je touche du bois, j'ai quasiment gagné tous mes combats par soumission. Ces combats, donc vous êtes plusieurs si je comprends bien. Il y a des matchs. Oui, alors en fait, il y a un nombre d'inscrits. Je sais pas, les Europes, il y a 2 ans, je crois que j'ai fait 6 combats dans la journée en fait, enfin dans mon temps les imparti. Combats, est-ce que ça peut se passer sur scène? Alors les combats, c'est dans un gymnase en fait, sur des tatamis. C'est comme au judo en fait. Il y a plusieurs heures de combat et du coup, on nous appelle un tel contre un tel. On se salue, on salue. Il y a des spectateurs qui peuvent regarder. Ah oui, il y a des spectateurs bien sûr. À Las Vegas, il y avait 10 000 personnes. Ah oui, quand même. Pas un spectateur, 10 000 participants en fait. Après, spectateurs, on n'a même pas. Ça se passe dans un centre de convention. Enfin, là-bas, de toute façon, tout est grand et tout est démesuré. Et c'est vraiment. Par contre, c'était un super moment. J'ai rencontré dans les allées, au détour des allées, j'ai rencontré un gars qui s'appelle André Galvao, qui est un multiple champion du monde. Voilà, bonjour, on fait une photo, sympa. Vraiment, ils sont très simples et voilà, c'est vraiment c'est très convivial comme sport. Bon, on se met un petit peu sur la figure, mais après on s'aime, après on se fait des câlins. D'accord. Alors Lisa et Sandrine, je crois qu'on va demander un petit service à cette chère Anne. Est-ce que tu peux nous faire un combat? Un combat?
Ben justement, Christian avait pensé à toi. On va te laisser te préparer. Oui, du coup, oui. On va te laisser te préparer. Pas de et souci. puis, tu vas nous faire un combat. Pas de souci. Et peut-être qu'on va faire une surprise. On a peut-être décidé après. Ah bah, en fait, vous avez tiré la courte paille, je crois, pour savoir qui allait combattre contre moi. On l'a trouvé. Ah, il y en a un qui a perdu. Non, c'est pas Christian. T'inquiète pas. Vous allez le découvrir. Vous allez bien rire, je peux vous le dire. Alors, écoute, ma chérie, on y va? Oui, c'est parti. C'est génial. Merci, c'est gentil. En tous les cas, tu me plais beaucoup. Bah, c'est gentil. Et je compte te revoir aussi. Ah ben j'aimerais beaucoup. Parce que je compte vraiment, tu me plais beaucoup. J'aimerais bien démocratiser un petit peu ce sport qui est encore méconnu en France, qui est super populaire. On en a besoin, là, partout. t'inquiète. On en a besoin de plus en plus, là. Et c'est vraiment... on en a besoin. Mais on a même peur de prendre le bus, alors tu sais. Savoir comment... C'est l'état d'esprit, en fait, qui compte. Savoir comment réagir quand on est agressé. Alors, tu sais quoi, évident. ma chérie? Tu vas regarder la caméra et tu vas donner toutes ces explications et comment on fait pour te joindre. Alors, comment on fait pour me joindre? Sur Facebook, c'est Anne Roussel. Après, j'ai un autre site, le site de l'asso, c'est GrapplingJJB34. Sur Instagram, c'est Tolemar72, GrapplingJJB34. Et il doit bien y avoir un site internet sur Jiu-Jitsu Frontignan aussi. Et voilà. Après, c'est vrai que je ne sais pas si après, tu veux j'ai le droit revenir d'en parler, mais non, tu parles. Je recherche des partenaires en fait pour pouvoir partir en compétition parce que c'est à mes frais. Et du coup... Ah non, alors donc tu veux dire que tu cherches des partenaires qui acceptent bénévolement? Bah en fait, j'ai besoin d'argent pour partir. Donc là, tu peux donner l'adresse. Ben après, c'est par le biais de mes associations. Hein. Voilà. Je sais que l'an dernier pour la Las Vegas, on avait fait une cagnotte. Cette année, je pense que je vais renouveler, mais voilà, donc tu demandes une cagnotte. Ouais, ou que quelqu'un fasse des dons à mes associations. Et comme ça, on le trouve sur les réseaux. Oui, voilà, exactement. Donc Jiu-Jitsu 34 et Grappling 7. Bon, donc vous avez... Vas-y.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir mettre en œuvre Jamais. dans les transports en commun, Jamais. en boîte de nuit, Jamais, parce que j'ai l'attitude. Je pense que j'ai une attitude où les gens en général ils cherchent pas trop. En tous les cas, titiller, bravo, en fait. bravo, j'aime beaucoup ce C'est que moi. tu fais, tu es très Et, intéressante. oui, juste, je peux remercier Boa pour. Tu peux remercier tout le monde. L'équipementier qui est français, en plus Non, un mais créateur qu'ils soient français ou étrangers, on s'en fiche. mais ils sont pas loin, ils sont près d'Avignon. Et du coup, merci à Boa de nous avoir fait des super tarifs pour les équipements pour le club. Merci beaucoup. Merci vous aussi. Et merci C'était à sympa, toi, hein, c'était sympa, très hein, sympa, très sympa. n'est-ce pas? On a beaucoup. Je reviens quand vous voulez. Ah bah tu vas revenir, bien sûr. De toute façon, ils reviennent tous. Alors nous nous retrouvons avec le docteur Love Sisters. Bonjour à tous, bonjour Myriam, Bonjour, j'espère bonjour. que tu vas bien, Alain. en pleine forme toujours. Alain. Ça fait plaisir. Voilà, oui, Alain, docteur Love Sister, c'est moi. Chrono. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous parler tant pis pour toi, hein, je voulais parler d'un problème qui concerne surtout les hommes. Ah ben Hein? je m'en fiche, moi, Voilà. c'est intéressant aussi. Alors, hein. les hommes, parce que je voulais parler de la prostate, donc aujourd'hui on parlera que des pathologies bénignes, mais les plus fréquentes de la prostate. On parlera une prochaine fois du cancer de la prostate, justement. Et là, on va parler de la prostate. La prostate en général est plutôt des symptômes, des signes qui touchent pratiquement un homme sur deux à partir de 50 ans. Est-ce que ça peut commencer avant? On sait maintenant que l'évolution de la prostate, ça commence à peu près vers l'âge de 30 ans. Donc c'est conseillé de faire des examens à Entre partir de 30 ans. Non, pas spécialement à partir de 30 ans, à partir de 50 ans, c'est bien. Parce qu'entre le début de l'évolution et les premiers symptômes, il y a quand même un délai de 15 à 20 ans. Mais il n'y a pas possibilité d'avoir un traitement préventif Un pendant traitement, 10 ans. un traitement préventif, non, malheureusement non. Mais tu vois, je vais te faire un parallèle et tu vas comprendre de suite. Si on va se reprendre au tout début des origines de notre vie, pas de la vie en général, mais de notre vie, dans l'embryogénèse, la prostate, chez l'embryon, tu as des noyaux de tissus qui sont indifférenciés et qui se différencient de plus en plus quand tu vas avoir l'évolution et la maturation de l'embryon. Et il y a un noyau tissulaire qui va donner, selon le sexe, la prostate chez l'homme, il va se ratatiner, donner une petite glande, et qui va davantage se développer chez la femme. C'est la même chose à l'origine, c'est l'utérus. D'accord. À l'origine, la prostate et l'utérus sont exactement tirés du même noyau tissulaire qui se différencie en fonction du sexe. Alors, du même problème alors. Alors, d'où les mêmes problèmes. Voilà. Hein. On peut avoir des cancers de l'utérus comme on peut avoir des cancers de la prostate. Et pour ce qui est du symptôme le plus fréquent, l'adénome de la prostate, qui commence à être symptomatique, donc je disais à partir de 50 ans, un homme sur deux, c'est la même chose que le fibrome de l'utérus. Les femmes qui ont des fibromes, c'est l'équivalent de l'adénome sur la prostate. Aujourd'hui, on a une chance inouïe quand même, c'est de faire des examens. Or Absolument. Avant, voilà. les hommes ne comprenaient rien de ce qui se passait. Les hommes ne comprenaient absolument rien de ce qui se passait. Et quand tu discutes en consultation avec des hommes, tu te rends compte qu'arrivé 50, 60 et un peu plus avancé dans l'âge, tu poses la question aux patients, est-ce que vous vous levez la nuit pour uriner? Quand ils ne comprennent pas, tu dis, est-ce que vous vous levez la nuit pour pisser? Ça, ils comprennent. Hein? Tu dis, oui, mais comme tout le monde. J'ai dit, pourtant, quand vous aviez 30, 40 ans, vous ne vous leviez pas. Ah ben non, je dormais comme un loir, mais là, je me lève une fois, 2 fois, 3 fois pour pisser la nuit. Mais non, je suis désolé, c'est pas normal. Il y a deux types de symptômes dans la prostate. La prostate, c'est une glande qui se situe sous la vessie, dans le plancher de la vessie, sous le plancher de la vessie, à travers laquelle passe le conduit qui sort de la vessie, qui amène l'urine jusqu'au bout de la verge pour uriner. Voilà. Elle va avoir 2 types d'évolution. Soit elle va grossir en volume, et elle va soulever le plancher de la vessie pour prendre plus de place. Et elle va diminuer le volume de la vessie, donc tu vas avoir envie d'uriner plus souvent. Tu vas avoir des mictions, on appelle, c'est-à-dire le fait d'uriner, qui vont se faire par étapes. Des mictions, ça veut dire quoi? Le fait d'uriner, ça s'appelle une miction en termes médical, qui vont se faire par étapes, pas d'un jet. Soit la prostate va se développer plutôt en son centre, elle va comprimer le conduit qui sort de la vessie et qui amène l'urine, elle va diminuer
le jet. Donc, tu dis, les gens te disent petit à petit, je finis par me pisser sur les chaussures. Ça veut dire qu'il ne va pas très loin quand il pisse. Hein. Au début, il touchait le plafond, maintenant, ça tombe sur les chaussures. Hein. Aïe, aïe, aïe. Avec un jet qui peut même être douloureux, c'est pas marrant. Hein, il a besoin de forcer, il a besoin d'appuyer davantage avec le sphincter, avec le bas-ventre pour chasser l'urine, parce qu'il y a un effet de clapet, en fait. Donc là, il y a problème. D'accord. Là, il y a un problème, effectivement. Donc, en fait, la prostate, ça se développe. Moi, je fais la comparaison avec un fruit, étant une orange. Au milieu, tu as la pulpe de l'orange, qui est le tissu proprement parlé de la prostate. C'est celui qui va se développer, qui va gêner pour uriner. Et autour, tu as l'écorce de l'orange. Et c'est toujours à partir de l'écorce, et jamais à partir du centre, que vont se développer les cancers. Donc, deux choses bien différentes. Les traitements, en fait, ils vont être de plusieurs ordres. Il y a la possibilité au départ, et traditionnellement, d'avoir des remèdes qui sont quasiment des remèdes naturels. On parlait, nos anciens connaissaient par exemple, pour uriner, pour améliorer le fait d'uriner, les fameuses graines de courge. Hein. Dans les médicaments qui sont actuellement disponibles en pharmacie, tu as des médicaments dérivés du prunier d'Afrique, par exemple. Et après, tu vas avoir des médicaments qui vont agir sur les deux symptômes, voire qu'on va pouvoir coupler, associer, qui vont d'une part diminuer le volume de la prostate, d'autre part ouvrir le conduit par lequel passe l'urine et qui permettra à l'urine de s'échapper. Si ce n'est pas un cancer. Si ce n'est pas un cancer. J'ai bien dit que je ne parlais pas des cancers aujourd'hui. Voilà. Hein. Et le petit scoop, dernier scoop pour terminer la chronique d'aujourd'hui, le dernier traitement, il y a une seule équipe en France aujourd'hui qui pratique ça, elle est à Toulouse, à la clinique des Chênes. Et en fait, on parle de l'embolisation de l'artère de la prostate. Ça, on ne comprend pas. Hein. Ça, on ne comprend pas. C'est tout simplement une embolisation, tu as entendu parler, malheureusement, mais tout est bien sorti, de l'embolie pulmonaire. Ouais. Une embolisation, c'est un caillot qui se situe dans un vaisseau et qui empêche le sang d'arriver. Voilà. On sait repérer l'artère qui alimente la prostate. Dans cette artère, on va injecter un produit qui va boucher l'artère et la prostate va se réduire d'elle-même. Gros avantage, c'est relativement simple comme un geste, par des équipes qui sont bien entraînées maintenant. C'est un geste relativement simple. Il n'y a pas de médicaments à prendre et il n'y a pas d'effet secondaire, y compris sur la sexualité. Parce que le bout du problème, quand les médicaments ne sont plus efficaces, c'est qu'on est obligé d'opérer. Et quand on opère, il peut y avoir des effets secondaires à l'opération qui sont des anéjaculations, c'est-à-dire que la personne ne peut plus éjaculer, voire des problèmes d'érection. Oui, mais si j'ai bien compris, dans toute cette conversation, malgré tout, ce tout nouveau traitement, on touche à une artère. On va boucher sélectivement l'artère qui alimente que la prostate. Et il n'y a pas de séquelles au niveau... La prostate, petit à petit, va se chez... Non, mais de l'artère. Ah, au niveau de l'artère, pas du tout. Parce que le seul tissu qu'elle alimente, c'est la prostate. D'accord. Donc la prostate va se sécher et va... Là, je pense que tout le monde a bien compris. Là, tout le monde va se... Voilà. Donc ça, c'est important. Tout le monde doit faire attention, surtout les hommes. Voilà, absolument. Voilà. Alors, n'oubliez pas quand même, pour une prochaine émission vers le cancer, le dépistage qui est très important, à partir de 50 ans, dosage du PSA systématiquement chaque année, qui permettra d'orienter vers un cancer de la prostate. Mais ça, ce sera pour une prochaine émission. Au revoir Myriam. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on va passer maintenant du combat à la peinture en accueillant une artiste peintre qui s'appelle Hilda Garman, qui est de Rouen, enfin qui est née à Rouen. C'est ça? Oui. Et qui vit sur Metz. Oui. Donc là, tu as fait de la route pour venir ici. On m'a accompagnée, d'ailleurs on m'attend, je suis un peu à l'arrache. Ah, d'accord. C'est pas grave. En tout cas, bravo pour ce chemin. Hein. Oui, mais c'était très vite avec lui. T'as dû penser à nous quand même. Ouais. Je vais rejoindre les Love Sisters. Alors au niveau de tes peintures, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de couleurs, c'est magnifique, de joie. C'était très coloré. Donc tu vas nous dire qu'est-ce qui te définit à travers cette peinture. À mon avis, tu es quelqu'un de très positif. Non, je pense que je suis comme tout le monde, je suis ambivalente. Enfin, disons que j'ai toute la mosaïque des caractères humains sont à l'intérieur de moi. Mais... Et
Mais je préfère exprimer les choses joyeuses, mais en même temps, c'est pas destiné à être joyeux, quoi. C'est juste destiné à être... en fait, je pense que je passe mon temps. Je pensais à un ami, il me disait, en fait, tu fais de l'art, mais en fait, tu passes le temps. C'est tout. En fait, il me dit, tu t'amuses. T'es comme une enfant à l'école maternelle, tu t'amuses. Mais j'ai l'impression que tu crées quand tu es en bonne forme, parce que c'est quand même coloré, quoi. Sinon, ça serait plus sombre. Non. Alors, j'ai fait des squelettes et des choses morbides, hein, quand même. Elle a évité de les amener. Hein. Dans ma jeunesse. D'accord, donc la partie sombre est cachée, quoi. C'est ça? Disons que ça m'intéresse pas trop. Parce que je pourrais vite virer au gore et au très... J'ai pas envie de faire des choses... En fait, non, ça m'attire pas, quoi. Ouais, s'il y a trop de sang dans un film, je zappe. Vous voyez, si c'est trop... je fais pareil dans ma vie, quoi, en fait. Et quelles sont tes inspirations au niveau de la peinture? Tu as des inspirations? Alors, je pense que mon inspiration première en soi, c'est la couleur. On a vu, oui. C'est la couleur. Et ensuite, je veux dire, quand on prend sa vie, des premières sensations qui apparaissent en tant qu'enfant, vous avez des sensations premières. Ma première sensation, c'était des couleurs vives accrochées au mur. Et je pense que ça m'a révélé. J'ai vu une vibrance, c'était que des couleurs primaires. Ensuite, j'ai vu dans les dictionnaires les peintres classiques. Et surtout et tu les peins depuis combien de temps? équestres. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable de réussir à faire ça. Et puis j'ai essayé de dessiner un cheval, il n'était pas terrible, mais ensuite... Tu n'étais pas contente de toi? Et qu'est-ce que ça en a fait? Tu l'as jeté ou tu l'as gardé? Je sais plus, moi, j'ai un book de dessins d'enfants que j'ai fait entre 2 ans et demi, 3 ans, et en fait je ne le retrouve plus, il a disparu à 7. Ton cheval? Non, un book, une collection de dessins... Il a disparu en fait, parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai fait une compilation de tous mes dessins que j'avais fait à l'âge de 3 ans. D'accord, donc tu dessines depuis très longtemps. Oui, enfin, je dessine, je sais pas, non, j'ai dessiné, puis j'ai pas dessiné, quoi, en fait. Mais tu n'as pas que ça comme corde à ton arc? J'ai un arc et des cordes. Voilà, il y a beaucoup de choses. Tu fais de la sculpture, des flèches. Tu fais de la sculpture, tu crées des objets. Oui, des objets design et puis de la sculpture, de la céramique, un peu tout, quoi. Enfin, je touche à tout. Je pense que quand on est artiste, on doit s'intéresser à tout. C'est un peu comme un pâtissier, il doit savoir faire les millefeuilles et puis des croissants et tout. Et tutti quanti, tout ce qui va avec. En fait, non, c'est vrai, quoi. Ah oui, enfin, les peintures, tu utilises plutôt... ça, c'est de l'huile. Oui. Micro. Celui derrière, je ne vois pas, c'est des fleurs aussi. C'est que des huiles. Ton micro, quand tu parles. Ça s'appelle Algea, en fait. C'est à moitié j'aime beaucoup. Ah bah là, il y a un peu de sombre. Il y a du coloré, mais il y a du sombre, là. Alors, je sais pas, j'avais fait un fond, et puis après, je suis allée à 7, je suis revenue. Mets-le devant la caméra. Devant la caméra. Ah, il est dingue, j'aime beaucoup. Hein. Ah, merci. Je vends pas cher. D'ailleurs, je cherche une galerie, des galeries, en fait. Des galeries. Ouais. Est-ce que tu exposes, justement? Oui, question. J'ai exposé à Balaroute-les-Bains, mais c'est justement comme ça que j'ai rencontré Love Sister Tillet. Neferti Blues, Nat de Neferti Blues m'a contactée. Elle est venue voir mon expo, elle m'a dit tout de suite, il faut que je contacte Myriam, j'aime bien ce que tu fais, nanana, et c'est comme ça que c'est pour là que je suis là. Et pour ça que je suis là. Elle a eu le coup de cœur. Mais on sent que tu es dans un monde différent. Moi, ce que je ressens. Non, je suis bien dans la réalité en même temps. Hein. Ah là là, oui. Ah oui. Ah ouais. Je suis très terre à terre. Que t'es pas une décalée. Ah non. Ah mais si. C'est bien ce que je pensais. Mais les deux décalés et en place. Elle est les deux. Mais heureusement pour toi. Heureusement pour toi. Trop. Tu peux rien faire si t'es trop décalé. Il faut savoir rentrer dans le banc de poisson et en sortir. Faut naviguer. Tu peux pas être décalé du matin au soir. Naviguer. Normal. À un moment donné, tu reviens. Non. Parce que si tu navigues, tu y arrives. Tu vises quelqu'un en particulier? Ah non.
Ouais, mais c'est peut-être des personnes qui abusent d'alcool ou autre chose. Voilà. Ouais. Mais le cerveau, c'est un truc de ouf. Je vais vous faire une confidence. Vous le dites à personne. Non, c'est promis. C'est promis. Alors, vas-y, dis-nous le secret. Hier soir, j'étais sur mon lit, j'essayais de dormir. Oui, c'est une insomniaque comme Stéphane. Ouais. Elle est aussi insomniaque. Et en fait, j'ai eu des hallucinations sans drogue. Ah oui, vraiment. Et mais quel genre d'hallucination? Oui, voilà, c'était quoi comme hallucination? Alors, c'était des hallucinations assez numériques, je dirais, en fait. Et c'est incroyable, j'ai vu des choses. Ça veut rien dire, et je pense numérique. que c'est le DMT, en fait, parce qu'il paraît que dans le cerveau, on a une substance qui se libère au moment de la mort. Et tu n'avais rien bu. Attends, rien fumé, mais rien attends, là, non, mais C'est ça le problème. pour les gens qui t'écoutent, ma chérie, ça veut dire quoi numérique? Ah oui, numérique, c'est quoi? Le numérique, ça s'apparente plutôt à des lignes droites régulières, voyez. Géométrique. Parce que dans la nature, en fait, à part quelques Mais rares t'étais cas, où exactement? Dans son lit. Dans son lit. il y a des Oui, mais choses- dans ta tête, t'étais. Certaines choses sont très régulières et des choses sont très irrégulières. J'étais dans mon lit, dans ma tête. Et quand tu as ça, ça te donne envie de créer, non? Non. Là, j'essayais de dormir parce que j'avais un truc important demain avec vous. D'accord. Bah, c'est pour ça t'appréhendais Non, mais peut-être. je vous raconte la fin de l'histoire. C'est-à-dire que je suis allée dans un monde incroyable avec plein de couleurs et plein de lumières qui s'enchevêtrent. Et finalement, au bout du compte, j'étais sur mon lit et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, la lumière n'est pas allumée, mais j'avais une immense, intense lumière blanche. C'est rigolo. On t'appelait, tu crois? Dans mes yeux, quoi. Et je me suis dit, quand même, ma lumière est pas si brillante. Et je me suis dit, ça y est, je suis en train de mourir, je suis en train de passer de l'autre côté. Tu vois des choses peut-être, non? Ah non, mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Alors, il y a peut-être un truc dans l'eau. Hier soir, là, c'est la première fois que ça t'arrive. Ah oui. Ah là c'est là fou, là. ça. Et, non, par contre, les visions, ça arrive. Mais même quand on est très petit, vous avez tous expérimenté ça. En fait, quand on est très petit, notre cerveau produit des images fantastiques. Vous vous en souvenez de ça? C'est l'imagination. Mais ça vient tout seul, en réalité. En fait, c'est au moment de dormir, vous avez des images qui se projettent. Et ben, j'avais la même chose, en fait, en puissance 20, quelque chose. Vraiment, c'était incroyable. Mais je pense que c'est dû... C'est peut-être dû au fait que je fais de la 3D et je regarde pas mal d'images de synthèse et peut-être que ça a aidé un peu, mais je suis pas sûre parce que j'ai vu ça dans le passé. Ça vous le fait pas à vous? Non. Alors nous, ce qui nous fait à nous, c'est des tableaux qui nous plaisent beaucoup. Et qu'est-ce que tu préfères faire? Sculpter, peindre? Tout. Il n'y a pas une chose que tu préfères? Non, tout. Ou t'es la meilleure? Tout c'est bien, sinon je le fais pas en fait. D'accord. Je fais que les choses que j'aime pas, qui sont du domaine du absolument nécessaire, obligatoire. le ménage, etc. Quoi. Ça c'est l'obligatoire. Le nettoyage, le lavage. C'est moins marrant ça. C'est pas artistique. Mais malheureusement, je dois aussi rentabiliser un peu mon truc. Et puis, il faut que j'essaie de le promouvoir. Je pense que c'est très dur en tant qu'artiste peintre parce qu'il y en a beaucoup. Peu importe le talent que vous avez, c'est dur de toute façon. Et ça dépend du nombre de connexions que vous arrivez à faire dans votre vie, en fait. Et tu as raison, Lisa. Comment vous êtes, fait pour la joindre comment vous êtes doué pour engager la conversation avec des clients potentiels ou des gens qui vous emmènent à droite, à gauche. Et c'est aussi un investissement de temps de faire une liste de gens en fait, qui s'intéressent à vous, qui sont prêts à s'investir avec vous. Pour regarder la caméra, justement, pour qu'on demande. Comment on fait pour te joindre, Hilda? Moi, c'est sur Facebook. Alors, Hilda German. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui m'a piqué mon site. Il y a plein de chiens dedans. Piratage? Un piratage? Ouais, je pense il y a une personne. Donc, voilà. En ce moment, il y a une danseuse dessus. Sur ma photo de profil. Et puis... C'est pas Virginie. C'est pas... Et puis, sinon, j'ai un site de vente de reproduction de tableaux. De mes tableaux. Tu peux acheter tes tableaux. Voilà, en ligne, mais personne n'a jamais rien acheté.
Voilà, c'est pour ça, dis bien tout ça. Allez-y, hein, Faut s'arrêter là. Et ça s'appelle art-design-décoration.fr. Merci beaucoup, Hilda. Merci, Hilda. Merci beaucoup, c'est très joli ce que tu fais. Maintenant, nous allons passer Merci à toi, Hilda. Avec Annick. Alors, j'accueille ce soir donc Annick. Alors, ça va être difficile de tout résumer parce qu'elle a un parcours professionnel qui est très, très riche. Puisqu'elle elle est autrice, comédienne, mais son parcours professionnel aussi l'a amenée au cinéma, au théâtre, à la télévision, et depuis peu, donc, à la création de spectacles, c'est ça, pour jeunes publics. Depuis peu, j'ai vraiment eu un parcours de comédienne, en fait, à la base. Donc, j'ai travaillé très jeune avec des équipes de spectacles, surtout dans le sud-est, entre Aix et Marseille. Et puis, je suis remontée sur Paris, et là, j'ai fait du café-théâtre, j'ai fait du cinéma, de la télé. J'ai rencontré plein d'artistes, et en fait, à chaque fois, mon moteur, c'est de rebondir. Et vraiment, c'est-à-dire que dans le métier, de toute façon artistique, on a des creux de vagues. Voilà, il faut pouvoir reprendre la main et inventer et créer. Donc, moi, ma particularité, je dirais, c'est que je ne me laisse pas de frontières. Je ne me suis pas attelée, je vais faire que du cinéma, ou je vais faire que du théâtre, ou du café-théâtre. J'ai eu ma fille, elle a 32 ans maintenant, et quand je l'ai eue, j'ai dit, là, je suis un peu coincée, et je n'avais pas envie de faire des spectacles le soir pour pouvoir être disponible pour elle. Et du coup, j'ai pris le chemin du spectacle pour les tout petits, les bébés. Et pendant un temps, donc, j'ai fait des spectacles pour les petits. Suite à ça, en fait, et puis bon, entre-temps, je faisais aussi plein d'autres choses, au niveau de la télé ou autre, ou de jouer avec d'autres comédiens. Mais c'est vrai que il y a eu un moment où je me suis dit, mais j'aimerais bien laisser une trace. Voilà, c'est ça. Donc, une trace écrite. À travers... là, c'est mon premier album pour les petits. Voilà, à travers l'ouvrage qu'on voit là, qui est Mariquita la coccinelle. Tout à fait. Le montrer. Et c'est suite à un spectacle que je jouais dans les maternelles, les crèches. Et puis, comme il s'est trouvé que je faisais énormément de choses là au village depuis 5 ans, que je suis à Saint-Bosile-de-Putois. Et j'avais envie de rencontrer les gens du Sud-Ouest, parce que j'étais plus de l'autre côté. Mais là, je me suis trouvée dans un vivier formidable d'artistes. Et de rencontre en rencontre, il y avait un duo musical, Stéphanie et David, qui jouaient des... Donc c'est David Garenne, de son nom. Qui est musicien. Moi, je l'ai rencontré en tant que musicien, en tant que... artiste avec sa compagne, et puis je cherchais une ou un illustrateur pour mon ouvrage. J'ai dit mais je cherche, et lui m'a dit mais moi j'ai fait Beaux-Arts, j'ai fait ci, j'ai fait là. Dis-moi, donne-moi ton texte et je te propose. Et il est revenu avec 10 planches d'aquarelle, enfin de pastel. Donc on va les présenter là tout à l'heure. Oui, on va avoir un petit extrait. J'ai du coup mis en jeu le fait qu'il soit illustrateur et musicien. Donc maintenant, on chante les petites comptines que j'avais créées pour cet ouvrage. En fait, il y a un YouTube, il y a le QR code pour écouter, en même temps que de regarder le livre. Mais du coup, là, on fait un petit parcours de conte musical par exemple dans les médiathèques, les bibliothèques. On fait l'exposition des 10 ouvrages, des illustrations de David. On présente nos chansons. Et puis à la fin, on peut dédicacer. Voilà. Ce qui est très bien. Oui, ça fait un concept intéressant.
D'accord. Et donc du coup, pour l'instant, tout ce qui est cinéma, télévision, c'est en stand-by ou c'est quand même dans tes projets futurs? Non, en fait, je suis toujours open. Il y a toujours des choses possibles. J'ai travaillé encore dernièrement, mais voilà, il se trouve que je suis un peu la vague. Là, en ce moment, j'ai ces projets de faire des albums pour enfants. J'ai rencontré des artistes sur le village, des filles qui sont formidables aussi au niveau de l'illustration. Justement, c'est quand même, je trouve une qualité chez toi, c'est que tu as envie de mettre d'autres artistes en lumière. Tout à fait. Ça, c'est pour ça que je rejoins un peu l'histoire de Love Sisters. Ce qui m'a interpellée, c'est ça. C'est en fait avec mon association qui s'appelle La Badiane. La Badiane, c'est la Nice étoilée. Bon, voilà. Et donc pour moi, ça représente ça aussi. C'est les possibilités d'aller de ci, de là, et de découvrir, d'avoir la curiosité de rencontrer d'autres personnes, qui fait qu'au bout du compte, on fait des partenariats. On arrive à compléter. Bon, moi, je suis pas illustratrice, par exemple, et moi, je trouve ça formidable qu'il y ait des gens qui aient un imaginaire comme toi, tu es peintre, tu vois, c'est très important. Ce côté complet. En tout cas, les couleurs de ton chemisier vont bien avec les couleurs du livre. Oui, mais tu es très colorée aussi. La Virginie, c'est normal. Hein. Je le sentais, Mariquita, la coccinelle. Donc là, tu en as fait qu'un, là, pour l'instant. Tu es à ton premier, là. Oui, c'est mon premier, et j'espère faire une série, parce que du coup, enfin une série. Oui, une collection. C'est tout en couleur, donc. Et vraiment, là, bon, c'est le premier ouvrage avec David, et j'ai le projet avec Fred Pock, qui est aussi une artiste, peintre, décoratrice, voilà, et aussi une très jeune artiste Lune Nessan, qui est aussi a fait des dessins magnifiques. Donc, c'est des projets en cours avec d'autres illustratrices. D'accord. Et donc, ça touche le jeune public, c'est de quel âge à peu près? Oui, ça touche. En fait, ça touche tout le monde, puisque quand les enfants ne savent pas lire, c'est les parents qui. Donc, c'est un peu tout le monde. Le parent n'aime pas trop le livre à lire, il ne va pas le lire. Oui, là, c'est l'histoire d'une coccinelle qui a des ailes et qui ne le sait pas. Alors, forcément, ça intrigue. Est-ce qu'elle le découvre à la fin? Eh oui. Ça me rappelle une histoire. J'avais un livre quand j'étais petite, c'était une coccinelle qui voyageait sur un bateau plié en origami. Ah oui, c'est joli. Le bateau se déplie sur l'eau et la coccinelle est perdue. Il n'y a pas de micro, donc c'est même le graphisme. Ah oui. Ah. Faut que je regarde. Non, mais du coup, voilà, il y a ces projets-là, mais en parallèle, je me propose toujours pour jouer, soit au théâtre. Enfin, j'ai toujours un solo que je voudrais refaire, enfin, un nouveau solo, parce que j'ai des choses à dire maintenant. Avec le temps, on a encore plus remixer de le choses. solo, tu veux remixer le solo, c'est ça? Non, vraiment une autre étape, quoi. J'ai fait du café-théâtre à Paris et bon, j'avais une trentaine d'années. Et là, j'ai plein d'autres choses à raconter en tant que femme. Voilà. Et puis, il y a un vécu là. Oui, mais c'est toujours à partir de là aussi qu'on touche les gens. Voilà. Qui elle dit. Donc là, tu dis, donc vous produisez, c'est les bibliothèques, Oui, médiathèque, bibliothèque, dans toute la région autour de Montpellier. On a ce petit concept, voilà, de conte musical. Et puis avec l'exposition qui peut rester en place aussi, une exposition donc des œuvres de David, et puis David toujours avec son autre casquette donc de musicien et qui m'accompagne pour les chansons. D'accord, donc là on va pouvoir entendre 2 extraits, c'est ça? Deux petites comptines, oui, de ce concept sonore. Oui. D'accord. Alors, Annick, tu peux nous dire sur comment on peut te retrouver sur les réseaux, une chaîne YouTube peut-être? Alors, là, par rapport à Mariquita la coccinelle, il y a effectivement un QR code et c'est sur YouTube. Vous tapez Mariquita la coccinelle, ça apparaît. Et mon association, c'est La Badiane, donc labadiane.asso@gmail.com. Et il y a un Facebook aussi, La Badiane Compagnie.
Voilà. Et n'hésitez pas en fait à faire tourner l'info pour que l'on puisse passer dans les médiathèques et les bibliothèques de la région. C'est très bien. Merci beaucoup, Annick. Alors, je tenais à vous remercier tous. Vous étiez tous intéressants, les uns les autres. Merci Sandrine. Et vraiment, merci pour ce beau plateau. Merci pour ce partage. Nous avons été heureuses, puisque nous sommes des filles, nous avons été heureuses de vous recevoir. Nous remercions aussi la régie qui s'occupe de nous. Eh bien, bravo. Et nous allons terminer cette émission sur une chanson de Stéphane Lelouch qui s'appelle « La différence ». Ah, c'est beau ça. Rêve de la Patagonie. Alors ici, elle a fait un petit bout de jardin, un petit bout de Patagonie. Rikiki. Je suis Marie de Patagonie. J'aime la pluie, j'aime la pluie. Je suis Marie de Patagonie. J'aime la pluie et le soleil aussi. Dans mon jardin, je me sens bien. J'ai peur de rien dans mon jardin. Dans mon jardin, je me sens bien. J'ai peur de rien dans mon jardin. Je suis Marie de Patagonie. J'aime la pluie, j'aime la pluie. Je suis Marie de Patagonie. J'aime la pluie et le soleil aussi. Dans mon jardin, je me sens bien. J'ai peur de rien dans mon jardin. Dans mon jardin, je me sens bien. J'ai peur de rien dans mon jardin. Je suis Marie de Patagonie. J'aime la pluie, j'aime la pluie. Je suis Marie de Patagonie. J'aime la pluie et le soleil aussi. Alors dans son jardin, Marie rencontre une coccinelle. Mariquita la coccinelle qui a des ailes mais qui ne le sait pas. Mariquita, passe par-ci, passe par-là. Mariquita, passe par-ci, passe par-là. La robe à pois de Mariquita, passe par-ci, passe par-là. La robe à pois de Mariquita, passe par-ci, passe par-là. Elle a des ailes, mais elle ne le sait pas. Mariquita, elle a des ailes, mais elle ne le sait pas. Passe par-ci, passe par-là. Mariquita, passe par-ci, passe par-là. Mariquita, passe par-ci, passe par-là. La robe à pois de Mariquita, passe par-ci, passe par-là. La robe à pois de Mariquita, passe par-ci, passe par-là. Elle a des ailes, mais elle ne le sait pas. Mariquita, elle a des ailes, mais elle ne le sait pas. Passe par-ci, passe par-là. Mariquita, passe par-ci, passe par-là. Mariquita, passe par-ci, passe par-là. Merci beaucoup. Si on se donnait la main, sans penser au lendemain, en chantant ce même refrain. Si on marchait tous unis, sans tabou, sans interdit, en avant pour le défi. Comment renier la différence? J'assumerai ton existence sous la nuance
de ta couleur. Ce mélange ta douleur. J'ai accepté cette ignorance. Elle fut si profonde, si violente. Je n'ai pas compris cette haine. C'est pourquoi je ressens de la peine. Ah si on se donnait la main sans penser au lendemain, en chantant ce même refrain. Ah si on marchait tous unis, sans tabou, sans interdit, en avant pour le défi. Je te vois souvent pleurer sous les regards des sans-pitié. Où est passée ta dignité? Je sais que tu n'as rien oublié. On offre la misère sur cette terre. Crois-moi, je ne vais plus me taire. Présent, je ne serai plus à genoux, et je ne dépendrai plus de vous. Ah, si on se donnait la main sans penser au lendemain, en chantant ce même refrain. Si on marchait tous unis, sans tabou, sans interdit, en avant pour le défi. Ah, si on se donnait la main sans penser au lendemain, en chantant ce même refrain. Ah, si on marchait tous unis, sans tabou, sans interdit, en avant pour le défi. En avant pour le défi.